Élu dans Viau en 81, il a été député pendant plus de 26 ans, soit l'un des plus longs mandats parlementaires. William Cousano a toujours insisté sur le fait qu'il était le représentant de ses électeurs. Il a travaillé à la valorisation du rôle de député et à la promotion du don d'organes. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Cousano. Bonjour, M. Marin. Votre chef, M. Johnson, a démissionné en cours de mandat, remplacé par M. Charest. Et là, on a vu tout de suite une cote de popularité monter très haut et finalement descendre progressivement jusqu'à perdre l'élection de 98. Aviez-vous vu venir cette défaite-là en 98? Oui, parce que, c'est-à-dire que j'avais vu, je ne le souhaitais pas, mais on voyait justement, parce qu'en 98, il y a quelque chose qui s'est produit chez moi dans le comté de Viau, c'est que j'avais pas de candidat péquiste contre moi en 98. C'est, je pense, la première fois dans l'histoire. Ah bon? C'est que le candidat péquiste a décidé de démissionner la fin de semaine. Et là, il était trop tard lorsqu'il a visé son parti. Son avis s'est perdu quelque part. Et le parti n'a jamais été capable légalement de pouvoir présenter un autre candidat contre moi. Alors, moi, ça s'est fait sans candidat péquiste. Alors, je me suis occupé de mon comté et d'autres comtés. On perdait du terrain chaque jour. Puis, la cause de ça, c'est... Aujourd'hui, je peux dire que c'est l'organisation qui manquait à l'époque au parti. Pourtant, le Parti libéral était reconnu comme étant fort... dans son organisation. Oui, mais des fois, lorsqu'on est très fort, on oublie des petits détails et on devient faible. Dans une élection, il y a trois éléments extrêmement importants. C'est le chef, c'est le programme et le parti. De ce qu'on dit, le parti, c'est l'organisation en réalité. C'est ça qui sont les trois facteurs les plus importants dans une élection. Et bon, alors, lorsque un de ces facteurs-là devient plus faible, ben, l'autre devrait compenser. Hein. Mm-hmm. Et ce qui est arrivé en 98, c'est que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et on s'est retrouvé encore une fois dans l'opposition. Est-ce que ça vous a démotivé? Oui, c'est sûr. Lorsqu'on perd une élection et on tombe dans l'opposition, c'est pas le meilleur cadeau qu'on puisse recevoir. C'est mieux que d'être battu, mais complètement. Oui, c'est décevant parce que là, vous avez définitivement moins de pouvoir dans l'opposition, dans la manière que le Parlement fonctionne présentement, fonctionne à l'époque, fonctionne encore comme ça. Alors, oui, mais j'ai toujours été une personne optimiste, dans le sens que, oui, les choses peuvent sembler sombres aujourd'hui, mais vont devenir... le soleil va se lever demain matin. Dans l'opposition, dans ce mandat-là, qui commençait en 98, vous avez travaillé à la Commission de la culture
Et là, vous avez travaillé, un mandat d'initiative, je crois, de la Commission, sur la concentration de la presse. Vous avez produit un rapport là-dessus. Qu'est-ce que vous avez suggéré? C'est que ce qui est important de cet exercice-là, c'est le fait que, oui, la Commission s'est donné le mandat d'initiative au niveau de la concentration des médias ici au Québec. Alors, elle a consulté, beaucoup de consultations ici au Salon Rouge, au niveau de différents intervenants, que ce soit des personnes impliquées dans les médias, les journalistes et d'autres personnes intéressées dans le sujet. C'était une très bonne expérience. On a produit un rapport avec un certain nombre de recommandations. Ce que le tout m'a déçu, et qu'est-ce que c'est qui m'a toujours déçu un peu au niveau du travail qui est fait par les commissions parlementaires, c'est que suite à ces travaux qui non seulement qui exigent beaucoup de temps et de travail, mais des travaux qui produisent des documents qui sont assez extrêmement intéressants. Documentés. Bon, que suite aux travaux, bon, il y a dépôt de ce rapport-là au Salon Bleu. Il y a un petit débat d'une couple d'heures, des personnes qui sont intéressées. Et ça finit là. Dans la plupart des cas, ça finit là. Les recommandations... Ça n'engage pas le gouvernement. Ça n'engage pas le gouvernement. Alors, ce que j'en tire de tout ça, c'était un excellent exercice, mais ce que je tire de tout ça, c'est que les commissions devraient avoir plus de pouvoir au niveau de... Une fois que les membres se donnent un mandat d'initiative, c'est qu'à ce moment-là, il devrait y avoir un suivi, puis dans certains cas, un suivi législatif qui est nécessaire. Et ça, pour leur donner ce pouvoir-là aux députés et aux commissions, il faudrait quoi? Il faudrait amender... C'est-à-dire, c'est une question de procédure, pas nécessairement de changement de la loi de l'Assemblée nationale ou des règlements au complet. Là. On ne parle pas d'une réforme totale. C'est que moi, j'ai toujours cru qu'il était absurde, à titre d'exemple, qu'on présente un projet de loi à l'Assemblée nationale qui a une présentation, spécialement en fin de session, et que, bon, à la fin de la session, qu'il y ait une suspension des règles et dans l'espace d'une journée, une trentaine de projets de loi qui sont adoptés. Pour moi, ça a toujours été ridicule. Alors, ce que je dis, ce que j'ai toujours pensé et que j'ai essayé de véhiculer pendant que j'étais député, c'est que les commissions parlementaires, elles, devraient recevoir des avant-projets de loi. Et que ces commissions soient habilitées de faire toutes les consultations nécessaires sur l'avant-projet de loi, même discuter dans certaines sections, article par article, et ainsi de suite, de recommander la réécriture, si nécessaire, du projet de loi. Mais il deviendrait plus législateur à ce moment-là. C'est son rôle principal. Le rôle principal des députés, c'est comme législateur. Alors, si on ne lui donne pas la possibilité de le faire, ben, changeons la définition de son rôle, puis ça finit là. Mm-hmm. Mais moi, je pense qu'il devrait y avoir un changement de ce côté-là. Et particulièrement aujourd'hui, où ces commissions-là, grâce à la télévision, sont télévisées, il y a des gens qui peuvent contribuer. Alors, c'est qu'on pourrait vraiment démocratiser ce processus et que le député devienne vraiment ce que je pense qu'il doit être. C'est un représentant de la population. Il doit représenter les vœux de la population. Durant vos années à l'Assemblée nationale, surtout dans les dernières années, vous avez participé beaucoup à des missions à l'étranger pour l'Assemblée nationale. C'est à l'intérieur de quelle association? Puis qu'est-ce que vous avez tiré d'expérience? Oui, l'association que j'ai trouvée pour moi la plus intéressante, ça a été l'association américaine qui s'appelle the Council of State Government.
et qui est divisé aux États-Unis en 4 régions. Et nous, le Québec, on faisait partie, on a été admis dans cette association-là au début des années 90 dans la région de l'Est des États-Unis. C'est ce qu'on comprend tous les États au niveau de la Nouvelle-Angleterre. Cette organisation est une organisation non partisane. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y avait jamais aucune identification d'un parti politique dans nos réunions. Alors, des fois, j'apprenais en regardant la télévision que quelqu'un, un collègue américain, que c'était un républicain ou c'était un démocrate, mais autrement chez nous. On discutait beaucoup au niveau des problèmes qui touchaient et la Nouvelle-Angleterre et Québec et l'Ontario, et par la suite d'autres provinces canadiennes de l'Atlantique qu'on a réussi à convaincre de se joindre à cette organisation-là. Et je veux dire qu'un des plus intéressants programmes qu'on avait, c'était le programme de futurs leaders des communautés, un programme qui avait été établi par nous, où on invitait des jeunes députés de toutes les assemblées, que ce soit du Québec ou des assemblées législatives des différents États, où ils passaient une dizaine de jours en formation sur comment bien communiquer, comment bien légiférer. Moi, j'ai été privilégié parce qu'on avait on avait décidé de me nommer pour une année vice-président et l'année subséquente comme président de l'organisme. Puis c'est la première fois depuis que l'organisme existe qu'une personne qui n'est pas américain présidait la région. Ah ben, ça fait d'honneur. Oui, ça fait l'honneur et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce qu'on a eu des dossiers qui étaient intéressants de part et d'autre. Entre autres, il y avait celui de la frontière. Là, puis, la frontière. Les passeports obligatoires. Oui, les fameux passeports qui étaient exigés de la part des Américains. C'est-à-dire que pour qu'un Américain revienne aux États-Unis, il fallait qu'il y ait un passeport. Alors ça, nous, au Québec, puis je pense que ça nous touche encore aujourd'hui, c'est que le fait qu'ils ont besoin d'un passeport pour retourner aux États-Unis, ça diminue le nombre de touristes ici au Québec. Alors à ce moment-là, on a essayé de convaincre le législateur américain. J'ai rencontré personnellement Mme Collins, qui était sénatrice, qui était présidente du comité sénatorial sur la question du passeport. Et on a discuté particulièrement les problèmes aussi de villes qui sont entre le Canada et les États-Unis, qui sont divisées en deux. Vous savez, dans le Maine, à titre d'exemple, il y a des municipalités qui n'ont pas assez d'élèves pour former leur propre école et on envoie les élèves au Nouveau-Brunswick. C'est sûr qu'ils payent pour, c'est pas gratuit, mais il y a cette collaboration. Alors, tu avais des enfants qui traversaient tous les jours. Alors, ces problèmes-là, dans le sens, ont été réglés par des cartes spéciales qui ont été émises aux États-Unis par l'État. Qui concernait. Mais on n'a jamais réussi à régler la question du passeport, qui n'est pas mauvais, dans le sens que lorsque des gens se passent d'un pays à l'autre, aujourd'hui, spécialement avec certains événements qui sont arrivés, qui ne sont pas plaisants. Surtout après le 11 septembre 2001. Exactement. Je ne voulais pas le dire, mais vous l'avez dit. Je pense que c'est nécessaire qu'il y ait ce contrôle. 2003, nouvelle élection, vous sollicitez un 6e mandat. Vous aviez vraiment la piqûre de la politique pour longtemps. Oui, c'est parce que ce qui arrive après un certain temps, il y a des projets qui sont pas terminés. Il y a toujours des dossiers dans le comté, ça roule toujours. Alors, on ne veut pas abandonner tel quel.
Il y avait quoi, là, en 2003, de particulier qui était inachevé? Chez nous, il n'y avait vraiment rien de particulier. C'est toujours la question le comté de Viau est un comté où le taux de chômage est assez élevé. C'est un comté dont les statistiques, c'est pas encourageant de regarder ça. C'est le comté où l'indice de revenu est le plus bas dans la région de Montréal, l'indice de revenu. À cause de l'âge aussi de la population, mais beaucoup de personnes qui ont du travail qui n'est pas trop rémunérateur. Alors, ça a toujours été une préoccupation de s'assurer que l'économie fonctionne plus pour que justement ces gens-là aient l'opportunité d'avoir plus de travail. Vous avez été vice-président de l'Assemblée nationale durant votre dernier mandat. Aviez-vous une tâche particulière à ce moment-là? Bien, j'ai toujours eu, en tant que vice-président, je m'occupais d'un comité qui regardait toute la question de rémunération des députés, que ce soit des allocations, et ainsi de suite. Est-ce que vous arriviez à la conclusion que les députés ne sont pas assez bien payés pour le travail qu'ils font? Bien, moi, j'ai toujours cru que les députés, il faut qu'il y ait un salaire qui est compatible à d'autres fonctions qui exigent le même travail. À un certain moment, on était arrivé avec une solution et que ça avait été adopté, c'est qu'on disait, bon, le salaire, on va arrêter de jouer avec le salaire des députés et on va mettre ça au même niveau que les fonctionnaires classe 4. Et ça a fonctionné pour une coupe de budget, puis après ça, il y a des gens qui ont eu l'idée qu'il fallait se serrer la ceinture et de donner l'exemple, alors on a coupé les salaires des députés. Alors, les députés ne faisaient plus partie du groupe 4. Alors, moi, je pense que ça doit être gelé dans une formule où c'est que tout le monde soit d'accord, que ce soit le salaire de qui que ce soit qui est négocié au niveau du gouvernement. Et vous dit, bon, ça va être le même salaire que ce type de fonction et que ça soit dans la loi et que ça reste là et que ce ne soit pas changé. Vous avez présidé souvent les travaux de l'Assemblée nationale et des commissions. Ce n'est pas toujours un exemple de discipline. Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer cette discipline-là, surtout en période de questions? Non, à la période de questions, moi, je pense qu'il faudrait, il faudrait tout simplement s'assurer que le président ait plus de pouvoir d'intervenir sur des questions de règlement. C'est-à-dire que, si quelque chose est vraiment hors d'ordre, si le président réagit, bien, normalement, les questions de règlement, c'est toujours un des leaders qui va soulever ça. Et ça devrait être limité. Et lorsqu'il y a des gens ou des députés qui sont indisciplinés, le président devrait plus souvent, je pense que ça dépend de la personne qui est sur le siège, qui est sur le trône. Si un député qui est indiscipliné, le président a le pouvoir de lui demander de sortir de l'Assemblée. Et parce que le moment qu'on laisse un peu ça aller, le moment que quelqu'un passe un commentaire puis on trouve ça drôle, mais là, ça ouvre l'opportunité pour que ça devienne plus négatif par après, et ainsi de suite. Alors, il faut qu'il y ait aussi une discipline de la part du président, une volonté de la part du président de l'appliquer. Vous êtes d'origine italienne. À votre avis, est-ce que les communautés culturelles sont bien représentées dans la députation et au Conseil des ministres? C'est que j'ai toujours pensé que le député doit représenter
tous les électeurs de son comté. Et le fait qu'il émane d'une communauté en particulier, il n'est pas nécessairement plus représentatif parce qu'il est de la même origine. Le fait qu'un député, indépendamment de son origine, doit représenter la composition de son électorat. Alors, s'il y a beaucoup de membres d'une communauté culturelle dans son comté, c'est sa responsabilité qu'il soit, justement, c'est lui qui les représente, indépendamment de son origine. Et c'est la même chose au niveau du Conseil des ministres. Il ne faut pas oublier que les ministres sont avant tout députés avant d'être ministres, alors ils ont la même responsabilité. C'est dans ce sens-là que je pense qu'on doit penser de représentation, parce que d'abord, on n'en finira jamais. Combien de députés il faudrait avoir pour représenter tout le monde? Alors, cet argument qu'un groupe ne soit pas assez représenté, je n'ai jamais accepté ça dans ma vie politique. Le 14 février, tout le monde sait que c'est le jour de la Saint-Valentin. En 2007, 14 février, vous avez annoncé votre démission. Est-ce que il y avait une coïncidence? Oui, la coïncidence était voulue. Était voulue? Oui. La coïncidence était voulue parce que, premièrement, j'avais annoncé à mon chef depuis longtemps que j'avais l'intention de ne pas me représenter aux élections. Je ne voulais pas quitter, mais que je ne voulais pas me représenter. Une grande différence. Et alors là, des élections étaient en vue, et ainsi de suite. Tout le monde savait qu'on allait déclencher des élections. Et ça a été planifié justement pour cette journée-là, à cause du fait que j'avais mis sur pied, peu de temps avant, la Fondation William Cousano. Dont le but principal, c'est la promotion des dons d'organes. Et principalement, vous allez comprendre, parce que j'ai été transplanté du cœur, c'est la promotion du cœur ou aussi d'autres. Alors, faisant ça de la Saint-Valentin, je pensais de pouvoir aussi lancer un message au niveau de la population de la nécessité justement de faire le don de ces organes, cette journée-là de Saint-Valentin qui représente le cœur, l'amour et tout ça. Mais ça n'a pas tout à fait fonctionné parce que dans le sens que, oui, c'était volontiers de ce côté-là, mais je n'ai pas eu que ce que c'est que je m'attendais d'avoir plus de commentaires de la part des journalistes qui étaient présents sur la question de la Fondation William Cousano sur les dons d'organes, parce qu'à ce moment-là, le parti avait décidé d'annoncer aussi la personne qui allait me remplacer. Alors, tout le monde était bien plus intéressé sur la personne qui allait me remplacer que sur les dons d'organes. Mais quand même, c'est pour ça que ça avait été voulu comme ça. Est-ce que vous avez songé à faire un retour soit sur la scène municipale ou fédérale? Non. Moi, quand j'ai quitté ici l'Assemblée nationale, j'ai quitté parce que j'étais aussi... une personne qui est transplantée, il y a quand même certaines restrictions que j'ai su surmonter depuis 1992. Mais quand même, ça prend des visites régulières au niveau des différentes cliniques. Et je n'étais plus en mesure vraiment là, de pouvoir faire les 70 heures par semaine en moyenne nécessaires là, pour un travail de député. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Alors, j'avais dit à M. Charest que je me sentais plus dans la mesure de faire les 70 heures et que d'en faire moins, ça me dérangeait. Que je me sentais que je ne rendais pas le service que je devais rendre au niveau de mes électeurs. Alors, j'ai préféré à ce moment-là de prendre ma retraite et depuis de me dédier de façon très active, plus active au niveau des dons d'organes.
Et de votre fondation. Et de la fondation qui, justement, au moment où on se parle, on est en train de mettre sur pied un site web où le formulaire d'inscription pour s'inscrire au registre sera disponible, que vous pourriez l'avoir et du ministère ou au niveau de la fondation, vous pourriez imprimer ce formulaire chez vous pour ceux qui sont des adeptes de l'Internet. En rétrospective, est-ce que vous êtes déçu de n'avoir jamais été nommé ministre? Non. Je peux dire que je n'ai jamais été déçu. Pour moi, qu'est-ce que c'est qui était toujours très important? C'est le respect que j'ai eu dans la communauté. Soit quand j'étais enseignant, quand j'étais directeur d'école et par après comme député, pour moi, ça a toujours été le plus important facteur de ma vie, à part que ma famille, c'est ça. Et l'arrivée ici à l'Assemblée nationale, pour moi, c'était principalement de pouvoir représenter des gens du comté de Viault, les gens du comté de Viault, et d'avoir le respect de mes collègues et surtout des premiers ministres, indépendamment du parti politique. Je peux dire qu'il y a des premiers ministres de l'autre parti qui avaient un grand respect pour moi et que j'ai eu un grand respect pour eux. Pour moi, ça, c'était la récompense. C'était la récompense. Comme héritage dans votre population, de votre comté de Viault, vous dites que le niveau de vie n'est pas le plus élevé. Qu'est-ce que vous avez laissé dont vous êtes particulièrement fier? Oui, c'est que dans un comté comme Viault, le député devient un consultant pour la population. Il devient un lobbyiste pour la population. Tu sais, ces gens-là n'ont pas les moyens de s'engager des professionnels. Alors, il devient... Entre eux et l'État. Et la machine gouvernementale. La machine gouvernementale. La machine gouvernementale, que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile et c'est pas à cause... c'est parce que des fois, les communications sont difficiles de part et d'autre. Alors, le député doit agir comme le lien, la personne qui ouvre un peu les portes pour certains individus. Est-ce qu'il a de l'influence auprès de certains organismes? Non. Pas nécessairement. Le fait que j'appelais un ministère, je suis député de Viault, monsieur Intel a besoin de ça. Ça ne marche pas comme ça, mais c'est de faire comprendre que la personne qui vient au bureau de comté là, est vraiment dépourvue lorsqu'elle arrive là. Si son chèque n'est pas arrivé là, pour... Vous êtes un peu le dernier recours? Oui, oui. Oui, parce que, oui, on avait même au niveau on a eu plusieurs cas, on faisait ça de façon, je ne dis pas régulière, mais assez souvent, où il y avait des femmes qui avaient été maltraitées par leur mari et qui arrivaient au bureau de comté, puis ils n'avaient nulle part à aller, ils ne savaient pas où aller. Et mais là, on les dirigeait, on en faisait des appels, pour qu'ils soient accueillis. Il faut faire de tout dans un bureau de comté. Mon personnel a même livré un enfant dans le bureau de comté. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la personne était venue au bureau, elle était enceinte et les douleurs ont commencé, puis c'est une de mes secrétaires qui l'a accouché. Alors, le député, pour moi, c'est ça, dans le sens que c'est cette représentation et pour moi, c'est ça qui a été primordial pour moi. Et l'autre héritage que j'ai laissé chez nous, je le dis avec toute la franchise possible, c'est que oui, il est possible de faire de la politique aujourd'hui sans enveloppe brune. Ça, c'est... pour moi, ça a été la chose la plus importante que j'ai laissé au comté de Viault. Alors, j'en suis fier.
J'en suis extrêmement fier. Mais je pense que, en tout cas, on pourra en discuter un autre moment, mais il va falloir faire certains changements au niveau c'est que le député doit vraiment être le législateur. Et j'ai beaucoup de difficultés avec le fait que le Conseil des ministres soit composé de députés. Moi, je préfère un système où le Conseil des ministres, c'est des personnes qui sont nommées. Okay? Et que le député, lui, puisse faire, qu'il puisse jouer son rôle comme législateur. Mais on est loin de ça lorsqu'on parle d'une réforme parlementaire. Merci, M. Cusano. Merci, M. Morin.